Ok. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là avec nous ce matin pour ce moment historique face à la star du salon là, qui est face à nous. Là, c'est magnifique. Vous avez compris qu'on a un dispositif technique un peu particulier puisqu'on parle directement dans vos oreilles au travers de ces écouteurs. Est-ce que tout le monde est branché et m'entend bien? Vous m'entendez aussi au fond? Alors par contre, ceux qui sont debout, je pense, n'entendent rien du tout. Désolé, mais on est dans un style de conférence feutré. Alors, on est là pour vous parler du lancement de la première marque de logement bas carbone construit hors site en France. Je m'appelle Sébastien Maty, je suis président du groupe GA Smart Building. Et Sophie Menet, directrice générale de GA Immobilier Résidentiel. Voilà, donc ce matin, on va vous parler de construction. On va vous parler du hors-site, qui est l'avenir de la construction et de la décarbonation de l'immobilier. On va passer par la vision du groupe GA Smart Building. Et puis enfin, on va vous parler de logements, des logements de nouvelle génération, bas carbone, que nous lançons avec cette nouvelle marque. Et je commence donc par cette question que vous avez aperçue. Comment construit-on en France aujourd'hui? La réponse à cette question, c'est qu'on construit aujourd'hui comme on construisait dans les années 70 en France. Et on peut dire que l'immobilier et la construction n'ont pas fait leur révolution industrielle. Sur les chantiers, on le voit, on construit de la même manière, avec les mêmes méthodologies. Et puis il y a de nombreuses études qui documentent le sujet. En particulier, il y a une étude du BCG qui a mesuré la productivité, l'évolution de la productivité des différentes industries depuis les années 60, depuis 1964 exactement. Et on constate que depuis cette époque, toutes les industries manufacturières ont progressé en termes de productivité, en moyenne de 150%. Pendant ce temps-là, l'industrie de la construction a régressé de 20% depuis les années 60. Et on trouve le même phénomène d'ailleurs si on zoome sur la période actuelle qu'on vit avec la digitalisation. Toutes les industries progressent, le bâtiment, lui, reste stable en termes de productivité. Une autre étude qui est aussi assez marquante pour ce diagnostic sur la construction, c'est une étude qui a été menée par une université finlandaise, l'université d'Aalto, qui a fait de la chronoanalyse sur l'emploi du temps d'un ouvrier sur un chantier aujourd'hui, et qui a mesuré qu'un ouvrier n'était occupé à réaliser la tâche pour laquelle il était là que 35% de son temps. Donc on a un vrai déficit de performance de l'industrie et évidemment des leviers d'amélioration très conséquents. Alors une révolution qui ne s'est pas faite pour quelles raisons? On peut l'expliquer de plein de manières. Un marché notamment fragmenté avec de nombreux acteurs, des innovations qui s'invitent mais qui sont empilées, pas vraiment cohérentes, et un besoin de probablement remettre à plat les processus pour s'organiser et construire différemment et durablement. Une autre transformation qui ne se fait pas, c'est la transition environnementale, en tout cas pas au bon rythme, ce qui crée évidemment des tensions entre l'urgence climatique et la nécessité de construire au travers notamment de l'occupation de la sobriété foncière. En parallèle, les prix de l'immobilier ne cessent d'augmenter, alors que la qualité délivrée, dans ce cadre-là, elle se dégrade. Les études également sont assez explicites. Une augmentation de la sinistralité en fin de chantier de plus 75% en 10 ans. C'est la SME de BTP qui le pointe. Des délais de livraison qui ne sont pas respectés et qui enregistrent en moyenne 4 à 5 mois de retard pour les opérations qui sont livrées aux acquéreurs. C'est une étude UFC que choisir. Et enfin, cette même étude pointe que les réserves à la livraison ont en moyenne été triplées en nombre par rapport à la situation d'il y a seulement 10 ans. Donc vraiment une qualité qui se dégrade à grande vitesse, alors que pendant ce temps-là, le logement est au cœur de la crise du pouvoir d'achat, puisqu'il représente entre 20 et 40% du budget des ménages. Les passoires thermiques, dont les factures énergétiques représentent évidemment un montant très important, vont être bientôt interdites à la location. Et pendant ce temps-là, les besoins en volume ne cessent d'augmenter. La croissance démographique est là, le mal logement est très explicite et accompagne aussi un changement de vie au travers de la réduction du nombre de personnes qui habitent dans les logements. Certains évoquent des solutions, la transformation de bureaux en logements par exemple, ou l'utilisation de logements vacants, mais tout ça n'est pas suffisant.
Et les messages sont assez clairs, hein. Le ministre délégué à la ville nous dit ce qu'il faut, c'est construire, et il faut construire plus vite. D'autant que dans la période actuelle, l'augmentation notamment des taux financiers fait que le temps coûte de l'argent, et donc il faut aller plus vite. Et enfin, l'urgence environnementale est claire. Donc aujourd'hui, on est dans une forme d'impasse du secteur immobilier, de la construction, et évidemment, il faut trouver des solutions. Notre conviction, c'est que plus qu'une solution, le hors-site est l'avenir de la construction moderne, et c'est aussi une clé de la décarbonation de l'immobilier. On assiste à l'émergence d'une industrie nouvelle. Si vous m'entendez bien, c'est très bien, sinon vous pouvez mettre un casque. L'émergence d'une industrie nouvelle à travers le monde, avec une construction hors-site qui est déjà plébiscitée à l'étranger. Et je vous propose de faire un rapide tour du monde de quelques exemples qui sont assez marquants. Alors certains qui sont très marqués en termes de typologie. On est ici dans la banlieue de Londres, à Croydon, avec la plus haute tour du monde construite en construction modulaire, 44 étages. Vous voyez, plus de 500 modules construits en 24 mois. C'est du résidentiel. Autre exemple d'immeuble de très grande hauteur, on est ici en Australie, à Melbourne, la Trope Tower, qui a été réalisée par le groupe Icori, qui est aussi une prouesse en termes de réalisation, 44 étages, 130 mètres. La pose des modules s'est fait la nuit, évidemment dans un site urbain très contraint. On se déplace à New York et à Londres surtout, mais surtout on va voir les réalisations de cette enseigne d'hôtellerie nouvelle génération, Citizen M, qui construit l'ensemble de ces hôtels dans un mode de construction hors site, avec cette particularité qu'ils ont un fabricant et un fournisseur récurrent qui est installé en Pologne. Alors évidemment on peut discuter savoir si c'est une bonne idée de construire en Pologne et de déplacer les modules. Mon avis, c'est que ce n'est pas le cas et qu'on a besoin d'une construction locale. Mais en tout cas, ça interroge puisque c'est possible. L'exemple de droite, le Citizen Tower of London compte 370 chambres. Il est remarquable. Il a été réalisé au-dessus du métro et fabriqué en Pologne. Exemple du Citizen M New York Bowery, qui a ouvert il y a 2 ans, 300 chambres, également fabriquées en Pologne. C'est le cas aussi pour cet hôtel Marriott à New York, sur la 6e avenue, dont les chambres ont toutes été fabriquées en Pologne. Donc, fabrication dans une usine en Pologne, les chambres finies sont transportées sur un navire qui traverse l'Atlantique et sont ensuite mis en œuvre et assemblés dans le centre de New York, qui par ailleurs a lancé une vaste opération de déploiement de la construction hors site pour la construction de logements en centre-ville. Un exemple peut-être un peu plus exemplaire, cet hôtel qui a été réalisé dans le centre aussi d'Amsterdam. Et là, vous ne percevez pas à l'intérieur de l'immeuble qu'il a été réalisé en modulaire. C'est 172 chambres. Elles ont été réalisées en bois structurel, comme vous le voyez, CLT, et fabriquées à quelques kilomètres du site d'Amsterdam. C'est évidemment plus vertueux. Et puis ce dernier exemple dans les pays scandinaves, avec cette marque qui a été 3 années consécutives élue meilleure marque, meilleur promoteur en Suède. C'est la société Boklok, qui est une association entre Ikea et Skanska. Et donc c'est le premier pas que fait Ikea dans la construction et notamment dans la construction de logements. Le résultat est assez bluffant, avec évidemment des logements qui sont très bien conçus et surtout qui sont proposés à des prix très abordables. Ils revendiquent des logements vendus 20 à 30% moins cher que les autres logements, avec un processus de vente qui est assez étonnant. Dans les magasins Ikea, vous mettez le samedi votre nom dans une boîte pour avoir l'espoir d'être tiré au sort et d'avoir le droit d'acheter un logement de Boklok. Donc on est vraiment sur une inversion de l'attractivité, de la désirabilité du logement. Voilà, donc tous ces exemples montrent que des solutions sont possibles, qu'une industrie émerge progressivement, et au global, que ce soit d'un point de vue de la qualité de l'immobilier, de la qualité de la construction, on a la conviction que le monde a besoin de bâtiments mieux conçus, mieux construits et mieux exploités. Et c'est notre enjeu, c'est notre combat chez GA.
de faire bouger les lignes de l'immobilier et de la construction en faisant connaître les bénéfices de la construction hors site et en l'imposant comme une réponse aux enjeux d'aujourd'hui, qu'ils soient environnementaux ou sociétaux. Voilà, donc le hors-site, j'ai cité ce mot plusieurs fois. Qu'est-ce que c'est finalement? C'est une réponse et c'est finalement le futur de la construction, une modification de la manière dont on construit les immeubles, avec un processus par étapes qui s'appuie sur un processus de conception digitale avec une modélisation full BIM, hein. On tire bénéfice de la capacité à concevoir digitalement les immeubles, une production des principaux éléments en usine. C'est là où on parle de hors-site, hein, on n'est pas sur le site de construction. Et ensuite un assemblage, un transport, et puis un assemblage sur site des éléments préfabriqués. Alors quels sont les bénéfices finalement de ce processus de construction? Évidemment, on réduit l'impact environnemental, hein, jusqu'à 40% sur les chantiers, sur l'ensemble des impacts environnementaux du processus de construction. On peut évidemment recourir aux matériaux biosourcés et notamment la construction en ossature bois permet dès à présent de dépasser les objectifs que fixe la RE, la nouvelle réglementation environnementale, à l'horizon de 2030. Donc on est aujourd'hui sur des réalisations qui sont exemplaires. Et puis on économise aussi de la matière première dans plein de domaines, notamment dans le domaine de la structure, et puis également avec un vrai levier de réduction des déchets produits. Un deuxième bénéfice qui, à mon sens, est peut-être une des raisons, un des moteurs qui amènera au développement du hors-site, c'est la décongestion des villes, avec une réduction de l'impact des chantiers sur le tissu urbain, au travers d'une réduction qu'on peut qualifier de diviser par 3 ou 4 le nombre de transports qui vient rayonner qui vient converger vers le chantier. En phase de grosses œuvres, on va diviser à peu près par 2 ou 3 le nombre de transports. En phase de corps d'État, on peut diviser jusqu'à 20 le nombre de transports qui va se diriger vers le chantier. Donc évidemment, c'est un levier très important de modification de l'impact environnemental de l'acte de construire. Ensuite, il y a d'autres bénéfices qui sont aussi importants. D'abord, on optimise la durée de vie du bâtiment avec des charges de maintenance qui sont réduites. On se donne l'opportunité d'avoir un immeuble qui est réversible ou évolutif. On réduit surtout les délais de réalisation. On peut diviser facilement par 2 la réalisation d'une opération. La qualité industrielle qu'on peut obtenir est évidemment supérieure à une qualité traditionnelle réalisée in situ, avec une extrême précision de réalisation. On est évidemment plus à même de respecter des engagements en termes de délai et de prix. Et enfin, les conditions de travail et de sécurité sont optimum. On peut réduire évidemment la possibilité, le risque d'avoir des accidents in situ. Et au global, c'est aussi l'opportunité de réindustrialiser la France, ou en tout cas de participer à un effort d'industrialisation de la France avec un savoir-faire français qu'on revendique et qu'il ne faut évidemment pas oublier au travers de ce développement. J'en arrive à vous parler de ce que fait le groupe GA. Le groupe GA est pionnier de la construction hors site en France depuis les années 70 et prescripteur finalement et promoteur de cette industrie nouvelle. Aujourd'hui, nous sommes prescripteurs d'une méthodologie constructive innovante, le hors site, mais aussi l'emploi du biosourcé. En termes de chiffres clés, le groupe emploie environ 800 collaborateurs. Le siège est à Toulouse. La particularité d'avoir des salariés qui sont actionnaires à hauteur de 60% du capital de l'entreprise. La taille des chantiers est très étendue, de 1000 à 100 000 m². On a livré il y a quelques années, il y a 2 ans, une plateforme de 150 000 m² logistique en une fois, délivrée en 12 mois. 100% de nos opérations sont réalisées et évidemment on vise une exemplarité dans nos réalisations. Alors jusqu'ici, GA a été spécialisé dans l'immobilier tertiaire au sens large. Quelques exemples de réalisation avec des immeubles neufs mais aussi de la rénovation. La rénovation du siège du Crédit Agricole à Toulouse, des opérations réalisées autour de Paris, l'exemple de Bobigny ou des bureaux neufs pour Safran à Malakoff qui bénéficient d'un très haut niveau de certification et de qualité environnementale, ou encore l'exemple de cet hôtel à côté de Marne-la-Vallée réalisé pour l'enseigne nouvelle génération Eclos,
100% biosourcées, 100% construites en modulaire bois. Sur les chantiers qui sont aujourd'hui en cours, on vient de lancer, et on va lancer dans quelques jours, le premier arbre, la cérémonie du premier arbre de notre futur siège social qui est situé à Toulouse, évidemment. On construit aujourd'hui le 3e siège social de la société UP, chèque déjeuner sur le territoire de Gennevilliers. Et on est impliqué dans la réalisation d'une très grande plateforme de logistique urbaine pour Sogaris, à Vitry-sur-Seine. Il y a 3 ans maintenant, un peu plus, en 2018, nous avons fait l'acquisition de la société Ossabois, qui est leader de la construction de logements bois en France et spécialiste de la construction modulaire bois. Parmi ces réalisations, on compte des réalisations assez variées. En bas à droite, le pôle de consultation de chirurgie et d'anesthésie de Villefranche-sur-Saône, réalisé en modulaire bois et livré pendant la période de Covid dans un délai record, à la demande de l'hôpital Nord de Villefranche-sur-Saône. La réalisation du collège Simone Veil en modulaire bois également à Saint-Priest, exemplaire d'un point de vue de son empreinte carbone, mais aussi de son délai. Une opération résidentielle, l'éco-village des Sablons, réalisée pour Action Enfance pour le compte de Kérit. Vous voyez que c'est une typologie d'opération assez différente, ou encore la résidence hôtelière L'Étoile des Cybèles qu'on a réalisée pour la société Molinski au Corbier dans les Alpes, et qui est la résidence la plus haute d'Europe, la résidence modulaire la plus haute d'Europe, à la fois par son altitude et par son nombre de niveaux réalisés. Ossabois, aujourd'hui, des opérations en cours, une opération résidentielle Saint-Exupéry à Sartrouville, ou encore ce bâtiment très spécifique réalisé pour le département de sécurité publique de la Principauté de Monaco, qui est un bâtiment de bureau temporaire, démontable, dans lequel vont s'installer les services, le temps de travaux réalisés sur le territoire avant de se réinstaller dans un autre immeuble. Et cette réalisation a vocation à être démontable, comme vous l'avez compris. Enfin, des réalisations dans le domaine tertiaire, avec la réalisation des modules sanitaires, des opérations de bureaux délivrées par le groupe GA, qui sont entièrement réalisées en usine. Vous voyez que c'est des volumes qui sont extrêmement qualitatifs et très bien réalisés dans un mode de construction modulaire. Alors, on vise au travers de toutes ces opérations une exemplarité en termes d'excellence environnementale, en développant au sein du groupe à la fois des compétences en interne et en s'appuyant sur des technologies bas carbone existantes ou que nous développons. Donc l'équipe R&D du groupe GA travaille sur de nombreux projets, en synergie avec celle d'Ossabois évidemment. On peut noter par exemple l'emploi du transport fluvial sur la Seine, ou par exemple sur l'opération de Gennevilliers, l'ensemble des planchers ont été transportés dans ce mode de fret doux. L'emploi qui devient quasi systématique de faux planchers réemployés et remis évidemment à neuf pour les opérations, mais en tout cas c'est un bel exemple de réemploi. Le développement de notre plancher mixte bois-béton qui permet de diviser par 3 le poids carbone des éléments béton employés sur les opérations en tertiaire notamment. À Tomoud, on peut citer aussi également les bétons bas carbone, les bétons de chanvre, ou encore l'emploi du liège dans nos éléments préfabriqués en remplacement du polystyrène qui est porteur d'une empreinte carbone importante. Voilà pour le profil du groupe GA. Il y a quelques temps, nous avons décidé de franchir une étape dans le domaine du logement. Et donc, fort de ces développements, fort de cette expérience, de ces convictions, nous lançons aujourd'hui la première marque de logement bas carbone construit hors site en France. Et je te cède la parole, Sophie, avec plaisir. Merci. Eh bien, bonjour à tous. Donc, à moi que revient le défi de lancer la marque effectivement résidentielle du groupe GA. Peut-être un petit constat, ou en tout cas les grands défis auxquels l'immobilier résidentiel a à faire sur les prochaines années.
Sébastien l'a rappelé, mais il y a un manque accru de logements aujourd'hui en France et bien évidemment en Île-de-France. On a eu le Covid, puis l'après-Covid, et on se rend compte encore qu'au premier semestre, c'est encore moins 25% par rapport à l'année dernière. Donc, à la fois un constat sur un manque de mobilisation des fonciers, un manque d'acceptabilité de la densité, d'acceptabilité aussi des chantiers par les élus. Des logements neufs aussi qui sont souvent décriés par les acquéreurs, puisque dans les dernières statistiques, ils correspondent pour 80% pas à leurs attentes. Donc beaucoup de questionnements, en tout cas nous, pour la création de la marque par rapport à ces constats. Et puis je vais reprendre 3 éléments que Sébastien a utilisés, mais le secteur du logement, aujourd'hui, il consomme 43% de l'énergie disponible. Ça veut donc dire qu'il y a tout un travail à faire sur le volet rénovation des bâtiments existants. Il émet 23% des gaz à effet de serre. Donc là, il y a tout un travail à faire et à avancer sur le fait de construire de façon plus vertueuse. Et surtout, un élément important, il consomme aujourd'hui 50% de la matière première disponible. Et donc, pour nous, un enjeu très important de l'industrialisation, puisque l'industrialisation permet d'optimiser l'utilisation de la matière première. Alors face à ça, on est dans un secteur qui établit de nouvelles normes de plus en plus contraignantes et coûteuses. On a la ZAN qui arrive, zéro artificialisation nette des sols, et des taux d'intérêt qui augmentent par rapport à ce qu'on a pu connaître ces 10 dernières années. Donc, dans le groupe, finalement, on s'est dit qu'il y a un certain nombre de besoins et il faut qu'on y réponde sur tous les créneaux et sur tous les produits. Donc bien évidemment en travaillant dans un premier temps sur la partie logement familial. Donc quand on parle de logement familial, on parle d'accession à la propriété, on parle aussi d'accession à prix plafonné comme le BRS, de logements intermédiaires et de logements sociaux. Ensuite, on travaille également des produits en résidence étudiant, en résidence hôtelière, en résidence senior, en co-living. Et ce qui est important, en fait, c'est de se dire, finalement, on a différentes possibilités d'adresser ces produits. On peut le faire en construisant du neuf. Et notre ambition et notre choix, c'est de le faire en construisant en hors-site la partie logement. De le faire en réhabilitant l'existant, en transformant du bureau en logement, ou aussi en surélevant, puisque l'intérêt du hors-site aussi, c'est d'être en capacité de travailler des surélévations dans des secteurs qui sont denses, associés ou non à de la rénovation qui peut être énergétique ou du bien existant. Ce qui est surtout important dans le groupe, ça a été de se dire on arrête d'opposer les filières. C'est pas le bois contre le béton, etc. C'est très important de travailler aujourd'hui en limitant l'utilisation de la matière première. Et une fois qu'on a limité l'utilisation de la matière première, c'est de choisir le bon matériau au bon endroit. Et quand le bon matériau au bon endroit, j'ai sorti un exemple hier, mais on a une opération dans le sud de la France qu'on avait fait tout bois. On s'est rendu compte que notre usine qui était à la Bèche, qui sortait un béton bas carbone en préfabrication pour les planchers, faisait que nos planchers étaient plus bas carbone que si on faisait venir un élément bois. Donc on a fait ce choix de travailler plutôt avec un béton bas carbone. Et donc c'est ça qui pour nous est important et qui drive notre activité quotidienne. Alors, notre approche constructive sur la partie neuve, je vais vous parler de hors-site, bien évidemment, et je vais vous parler de 2 éléments, le 2D et le 3D. Je me suis rendu compte que assez souvent, c'était pas forcément très bien compris, donc on a fait 2 petites vidéos pour bien vous expliquer ce qu'on entend quand on parle de 2D et ce qu'on entend quand on parle de 3D. Alors, l'approche 2D, alors, normalement, si tout marche bien quand j'appuie... Voilà, l'approche 2D, c'est le principe de partir de panneaux. On fait déplancher des voiles de façade ou de refend intérieur. Donc dans nos usines, on part de la matière première, qui est de l'ossature bois, donc finalement très peu consommateur de matière première. Cette ossature, elle va être découpée à la juste longueur, elle va être assemblée pour venir fabriquer des caissons. Ces caissons, ils peuvent être soit utilisés pour faire des planchers, des façades, des murs intérieurs. Là, par exemple, on a un élément de façade qui va être carrément bardé en usine. On peut aussi imaginer que le bardage soit fait sur site.
Donc en usine, on va jusqu'à l'isolation, éventuellement le bardage et la pose des menuiseries. Donc voilà à quoi ressemble en usine un chantier qui va partir en 2 dimensions. On va retrouver les planchers, les façades, les murs intérieurs, ça va arriver sur le chantier, ce sera assemblé sur chantier. Ensuite, quand on parle de 3 dimensions, donc on va parler de modulaire. Le modulaire, c'est le principe d'assembler des modules pour fabriquer l'acte de construire. On est toujours dans les mêmes usines. Cette fois-ci, on va partir de nos planchers et de nos voiles. On va les assembler en usine pour fabriquer une pièce qui va être un élément structurel du bâtiment. Puis à l'intérieur de cette pièce, on va venir y faire l'intégralité des corps d'état, techniques et architecturaux. On peut aller jusqu'à la mise en place de mobilier. Ensuite, c'est arrivé sur chantier, c'est porté sur chantier et c'est l'élément modulaire qui va devenir un élément structurel de l'acte de construire. Donc vous le voyez ici, ça fabrique un bâtiment. Pas forcément de façade, la façade on peut la faire sur site et on peut aussi avoir un mix bien évidemment sur du logement entre de la 2D et de la 3D. C'est ce que vous pourrez aussi découvrir sur notre stand puisqu'on a fait venir un module qui est un module uniquement sur la partie chambre plus salle de bain, donc chambre parentale. Alors, quelle est notre approche dans quelle approche en fait on s'est mis pour fabriquer ce logement? Ce qui était important pour moi, c'était d'avoir une approche très qualitative du logement et très personnalisée en tout cas du logement, parce qu'il faut casser les codes, en tout cas, ou l'image qu'on peut avoir de la préfabrication, en montrant que préfabrication aujourd'hui rime avec qualité et pas l'inverse. Alors, ce qui nous a beaucoup permis de travailler sur le produit, c'est un peu tous ces arguments que je vous laisse découvrir, mais ce que je vous dirais à l'oral, c'est premier point, optimisation des espaces, des volumes, de la luminosité. On s'est beaucoup basé sur le rapport Girometti-Leclerc, qui est un rapport qu'on a complètement intégré dans nos conceptions et qui nous semble indispensable aujourd'hui de prendre en compte dans la réalisation de logements neufs. Ensuite, la notion de personnalisation du logement, j'y reviendrai quand on vous aura annoncé la marque. Pour moi, c'est important d'être sur la notion de personnaliser son logement. On doit avoir le choix. Parce que mon logement, c'est celui qui va changer mon quotidien, qui va changer ma relation à l'autre, qui va changer ma personnalisation du logement, ça va changer ma relation à mon logement, à sa fonctionnalité. Ça va répondre à mon mode de vie au moment où j'en aurai besoin. Donc on s'est vraiment focalisé sur la notion de personnaliser le logement et ne pas rendre le logement personnalisable par des équipements techniques. C'est-à-dire qu'on peut standardiser le logement et on ne vit pas mieux dans un logement parce qu'on a choisi son robinet, on vit mieux dans un logement parce qu'on a choisi son espace de vie et son usage. Et c'est ça qui est important pour nous. Et ensuite, avoir le soin du détail et des qualités de finition qui est possible grâce à l'acte d'industrialisation. Un petit exemple d'un projet qu'on a en cours qui va refléter assez bien ce que je suis en train de vous expliquer. L'idée là, c'était de retravailler dans du collectif l'unité d'habitation du Corbusier en 2022. Donc on a retravaillé tous les espaces avec de la grande hauteur, du volume, de la luminosité, des espaces de travail et surtout de la modularité dans le temps. C'est-à-dire qu'on vient y intégrer du mobilier dès la conception, de façon à pouvoir avoir des chambres qui sont évolutives, des chambres qui vont pouvoir avoir chacune une salle d'eau par exemple. Et si on prend un élément aujourd'hui pour parler de modulaire et de mix entre de la 2D et de la 3D comme j'ai pu vous le présenter, ici par exemple, et c'est ce que vous verrez en bas, un module, c'est un module de chambre. Donc dans le module de chambre, qu'est-ce qu'on va y trouver? On va y trouver un espace de travail, un espace de nuit, un espace de rangement, une salle d'eau et un complément qui va permettre de faire la circulation dans lequel on a différentes options, des options de buanderie, de rangement, de WC complémentaires, etc. Donc c'est 2 modules qui viennent s'assembler et le reste qui va être fait en 2 dimensions parce que le principe dans le hors-site, c'est qu'on ne déplace pas du vide. On déplace des espaces qui ont une plus-value à être réalisés en atelier et donc du coup on déplace des espaces dans lesquels on a fait des corps d'état techniques et des corps d'état architecturaux. Ensuite sur les parties communes, pareil, même travail sur les parties communes des logements.
On a poussé très loin la réflexion. L'idée, c'est pas travailler que la décoration des parties communes, mais c'est réellement de travailler leur usage. Donc la partie commune, en fait, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu dans lequel vous allez réussir à échanger avec les différents propriétaires de l'immeuble. C'est un lieu de réception, un lieu de production. Là, c'est un exemple pareil d'un immeuble qui est dans le sud de la France, d'où la présence de piscine, mais je sais que ça fait rêver, y compris les Parisiens. Donc il y avait un gros enjeu en fait sur le sujet piscine parce que c'est une ville qui aujourd'hui a du mal de remettre ses habitants dans le collectif. Tous les gens viennent là-bas pour avoir la maison, s'étaler au niveau urbain et avoir sa piscine. Et donc on a réfléchi à comment on arrivait à faire des logements qualitatifs en remettant tout ce que finalement les gens venaient chercher aussi dans la maison individuelle. Donc en termes de rendu, on a travaillé des espaces de plantation collective sur les toitures, mais aussi un rez-de-chaussée. On a effectivement une piscine collective sécurisée hors sol pour les enfants. Et ensuite, on a travaillé des espaces de télétravail extérieur et des espaces de réception pour l'ensemble des propriétaires. Alors en quelques mots, nos perspectives de développement. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors comme l'a rappelé Sébastien, l'équipe logement que j'ai constituée, on a commencé le 1er janvier 2022 en partant d'une belle petite feuille blanche. Donc ça fait à peu près 9 mois qu'on est sur le front. Aujourd'hui, on a une présence qui est nationale, qui est très fortement renforcée par les implantations historiques du groupe. Donc bien évidemment le siège qui est à Toulouse qui nous permet de rayonner sur toute la partie Occitanie. Nous, les équipes à la fois tertiaires et résidentielles en promotion qui sont implantées sur Paris. Toute une partie aussi sud-ouest, Lyon, la Normandie, l'Alsace, la Côte d'Azur. En fait, il y a une très grosse force de développement dans le groupe qui est liée à la fois à l'implantation de ces usines et à l'implantation de ces bureaux historiques. Alors en termes de chiffres, on croise les doigts, mais à date, à aujourd'hui, avec un rendu d'ici la fin septembre, on est au second tour de 10 appels d'offres depuis le début de l'année. Donc ça nous permet de totaliser un peu plus de 1200 logements répartis, vous voyez, équitablement finalement entre des logements familiaux et des logements spécifiques. Quasi systématiquement en pied d'immeuble, on a du commerce, de l'activité, des bureaux. Voilà. Et après, dans le diffus, donc le diffus, c'est le principe d'aller voir des fonciers et puis de taper aux portes des gens pour faire du remembrement. Aujourd'hui, on est en cours de maîtrise, ça veut dire qu'on commence à avoir des premiers accords pour à peu près 50 000 m². Et là, on voit qu'il y a un travail c'est des plus petites opérations et donc du coup, on va plus sur du logement familial que sur des gros éléments de logement spécifiques. On fait aussi bien évidemment dans du diffus beaucoup de commerce et on a des programmes avec des équipements de loisirs. J'ai mis 2 éléments importants puisque le développement il passe aussi pour moi par de la copromotion, par notre capacité à apporter nos méthodologies constructives et la diffuser soit en copromotion avec des aménageurs, soit en copromotion avec d'autres partenaires promoteurs à qui on fait bénéficier en fait, de nos compétences et de notre savoir-faire technique, et puis eux des leurs en commercialisation. Donc en gros en appel d'offres, on est à peu près 50-50 en copromotion. Dans le diffus, bien évidemment, beaucoup moins. Il y a un peu plus de guerre entre promoteurs. Quelques images, j'ai voulu vous les mettre, des premiers programmes qu'on a pu voir sortir de terre. C'était important de vous les montrer pour vous faire comprendre que faire du hors-site, ça ne veut pas dire faire un choix d'architecture ou faire des cubes ou quoi que ce soit. Faire du hors-site, ça veut dire qu'on va reproduire des murs, des planchers, des poutres, des poteaux. On va préfabriquer de la serrurerie, etc. Et qui va nous permettre d'avoir un niveau de rendu et de finition et de faire le projet architectural que l'on souhaite sur une opération. Alors voilà, donc c'est le moment de vous dévoiler la marque grand public. Donc pour bien repositionner la marque, l'équipe s'appelle bien GA Immobilier Résidentiel et l'immobilier résidentiel du groupe GA a voulu adresser une marque grand public qui va reprendre un certain nombre de codes et un certain nombre d'engagements forts qui seront des engagements bas carbone et de construction hors site.
Donc, on a fait un petit film pour vous présenter la marque. J'espère que le son ne va pas être trop fort dans les oreilles, mais je vous l'envoie. Il n'y a pas de son? Ah, bah alors s'il n'y a pas de son, c'est un autre problème. Sans la musique, c'est moins bien. Hein. Alors désolé, parce que la musique et les explications sont pas mal. Mais alors, avec ma voix, ça va être beaucoup moins sexy et ça va beaucoup moins bien marcher. Je sais pas où vous en êtes. Donc, voilà, donc le groupe GA crée la marque Rouge, Rouge by GA. Donc c'est une marque, alors je suis désolée hein, pour le... Ça marche pas du tout Non, il n'y a pas de son. Ok, bon ben là on peut pas vous le faire avec du son. Il faudra revenir ce soir sur le stand pour l'avoir avec du son. Bon, je vais avoir la lourde tâche de vous expliquer un peu plus en détail pourquoi Rouge et qu'est-ce qu'il y a dans Rouge. Alors, vous l'avez peut-être pas entendu, mais du coup, la philosophie de la marque et la philosophie de Rouge, c'est il est temps de changer le logement. Fini les machines à habiter, place aux espaces qui habillent votre vie. Ce qui, moi, m'a plu tout de suite quand on a commencé à travailler le sujet, c'était la notion de habitat. Et dans habitat, il y a habit. Et finalement, l'habitat, c'est l'habit de notre vie, c'est l'habit de notre histoire. Et j'ai beaucoup aimé la référence aux habits. Alors déjà, parce que je suis fan de ça et que je suis une fille, peut-être. Mais finalement, quand on y réfléchit un petit peu, quand son habit est trop serré et qu'il est trop petit, on est mal à l'aise toute la journée. Et je pense qu'après un Covid, on s'est vite rendu compte qu'on pouvait être mal à l'aise chez soi. L'habit, il reflète notre image, il reflète notre humeur, il s'adapte au moment de la journée, il doit être fonctionnel. Et il y a un élément qui me tient à cœur et qui est important, c'est que finalement, un habit, quand on ouvre sa porte le matin de placard, on a le choix. Et c'est ça qui est important pour moi dans le logement, c'est d'avoir le choix. Un habit, il n'est pas personnalisable, mais il est personnalisé. Et en fait, je dis assez souvent, il n'y a rien de plus standard qu'un vêtement. Et pourtant, on peut le personnaliser et le porter à son image. Et c'est exactement ce qu'on veut faire dans le logement. Et quand je prends les plaquettes, et moi la première, hein, ça fait un peu plus de 15 ans que je travaille dans le logement et dans l'immobilier résidentiel, toutes les plaquettes de promotion immobilière vous vendent un logement qui est personnalisable. Et pour autant, il n'y a rien de plus impersonnel qu'un logement personnalisable chez un promoteur. Parce qu'on vous fait choisir votre robinet, votre paroi de douche. Alors que ça, en fait, c'est des indispensables. Ça doit être standardisé, ça doit être qualitatif et ça doit être un usage. Ce qu'on doit vous faire choisir, c'est ce qui va vous rendre un usage différent et ce qui va faire que quand vous rentrez chez vous, vous ne rentrez pas chez votre voisin. Donc c'est le pari en tout cas qu'on a pris avec Rouge et avec cette logique et de se dire on standardise et on sort en usine de façon qualitative comme dans l'hôtellerie tout ce qui est équipement technique et de confort. Par contre, on offre une grande personnalisation de l'usage, de l'image, de tout ce qui fait que chez soi n'est pas le logement du voisin. Ensuite, Rouge. Alors, je vais parler du lieu de vie qui est le logement. Moi, ce que je voulais, c'est que quand on parle de logement, on parle de lieu de vie, on parle de lieu dans lequel on va partager des choses, dans lequel on va avoir des émotions, on va avoir de la joie. Et finalement, Rouge, c'était un très beau clin d'œil à l'amour, à la joie, au côté émotion. Et surtout, c'est une marque qui est forte,
Et c'est une marque qui casse les codes de l'immobilier classique. C'est à la fois une couleur, mais on a fait exprès que rouge ne soit pas rouge. Rouge est en fait corail. Et je pense que vous avez vu dans le groupe, mais le groupe a déjà préempté une couleur qui était le rose, ce qui est quand même assez original pour un groupe de construction très masculin. Donc du coup, rouge, ça nous a quand même assez plu. Ensuite, le terme rouge, à nouveau le côté ambigramme. Donc ambigramme, c'est son côté reflet dans un miroir. Donc ça, c'est tout un travail qu'a mené l'agence de com. Mais à l'image de ce que je vous expliquais un peu sur les habits de vie, l'histoire de dire finalement le logement, c'est le reflet de moi. Et à chaque fois d'avoir cette double communication entre le logement et soi. Et petite explication de texte qui le mérite, on a mis le logo GA, parce que vous remarquerez que si on prend les deux éléments du G et du A, on trouve le R et le J, et si on reboucle les deux boucles, on trouve les O. Donc voilà, un logo décliné by GA assez facilement. Alors, tout ça, vous allez me dire, c'est bien beau, on est dans les émotions, on est dans plein de choses, c'est le logement, c'est normal, mais à un moment, on s'est dit... on construit différemment, et je pense que quand on dit qu'on construit différemment, on rompt vraiment avec les codes de la construction traditionnelle. On passe à une autre ère, et c'est indispensable aujourd'hui. Il y a une prise de conscience, je pense, collective de plus en plus. Donc on a décidé aussi d'avoir une marque qui ait des engagements, et qui ait des engagements qui soient forts et qui soient marqués. Le premier engagement, c'est un engagement sur les délais. Donc chez Rouge, on s'engage à diminuer les délais de chantier d'un chantier traditionnel par 2. Alors, quel est mon constat? C'est qu'aujourd'hui, globalement, ce qui se passe, c'est que entre la première réservation, le moment où on fait un lancement commercial et les livraisons, il se passe entre 3 et 4 ans. C'est un délai pendant lequel votre vie a changé. Vous avez changé de période. Je me souviens d'avoir une maman qui est venue me voir un jour en me disant « Mais vous vous rendez compte, quand j'ai réservé mon appartement, j'étais enceinte du premier et aujourd'hui, j'en ai 2. » Donc, vous n'êtes plus dans la correspondance avec ce que les gens ont besoin. Donc pour nous, c'est important de se dire ces temps-là, il faut les réduire. Et effectivement, grâce au hors-site, donc la 2D nous fait gagner 30 à 40% sans trop de difficultés de délai. La 3D nous fait gagner jusqu'à 80-90%. Donc on a pris un engagement de se dire en mixant les deux de façon intelligente, on doit réussir, et c'est l'objectif qu'on se fixe, à avoir un délai divisé par 2. Donc de construire en moyenne une opération classique en 12 mois. Ça, c'est important, d'autant plus en ce moment. Je fais un petit aparté, mais on parle des taux. Je pense que pendant longtemps, on ne s'est pas trop préoccupé dans l'immobilier résidentiel de l'argent, parce que le temps, ce n'était pas de l'argent. Aujourd'hui, le temps va devenir de plus en plus de l'argent. Et être en capacité de livrer plus vite et de garantir ces délais de livraison va avoir un impact très important sur nos clients. Le deuxième engagement pris par Rouge, c'est de diminuer de moitié l'empreinte carbone de nos bâtiments. Donc, c'est-à-dire dès aujourd'hui d'atteindre le niveau RE 2030 et de réduire aussi de moitié la consommation énergétique de nos bâtiments en travaillant entre autres aussi sur le confort d'été. Je reprends mon petit truc, vous savez, mes 3-4 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un projet immobilier, j'étais au sommet du Grand Paris cette semaine, et la FPI disait un projet immobilier, c'est 3-4 ans de développement et 3-4 ans de chantier. Donc aujourd'hui, on livre, dans le monde de l'immobilier traditionnel, des opérations qui sont RT 2012 en 2022. Alors on se dit qu'il y a une urgence climatique, qu'il faut aller sur de la RE 2020 puis de la RE 2030, mais au rythme où, si on continue à construire comme on le fait aujourd'hui, en 2030 on livrera de la RE 2020 avec de la RT 2000, avec du E+C- qui sera passé encore par là pour avoir les derniers permis. Donc nous, l'impact de l'industrialisation, vous l'avez bien compris, nous fait diminuer la matière première, nous permet de travailler des matières premières qui ont un impact carbone beaucoup plus faible. Donc on a pris l'engagement de se dire aujourd'hui, on travaille directement sur de la RE 2030, ce qui veut dire que dans 2 ans, quand on aura nos premières livraisons, on aura 5 ans d'avance par rapport aux objectifs réglementaires. Et le troisième engagement, c'est d'arriver à une parfaite qualité de finition grâce à l'industrialisation et d'aller sur le zéro réserve
Alors je vais vous faire sourire, mais je pense qu'aujourd'hui, quand vous réceptionnez votre voiture neuve, vous ne vous posez absolument pas la question de mettre une réserve. Et moi, je considère que l'impact de l'industrialisation sur le monde du logement, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut que demain, quand on réceptionne notre logement, on ne se pose pas la question de d'émettre une réserve. Parce que le travail, il aura été bien fait, il aura été fait en atelier, et il correspondra à ce qu'on aura commandé. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Et si vous avez des questions, je veux bien y répondre. Alors, comme on ne s'entend pas vraiment bien, vous pouvez aussi venir sur le stand. On peut prendre les questions. Sur le stand, vous allez retrouver tout un parcours où on essaye de présenter tous nos éléments 2D. Et on a fait venir un élément 3D qui est une chambre parentale. Donc vous allez retrouver la partie chambre, la partie dressing et la partie salle d'eau. Et maintenant que je vous ai expliqué c'est quoi de la 2D, c'est quoi de la 3D, vous comprendrez que cet élément-là, c'est un élément qui va contribuer à la construction du bâtiment, qui va être structurel, mais qui n'est pas un élément ni de façade, ni d'architecture, qui est vraiment un socle technique. Voilà, et on est pendant 2 jours là donc, pour répondre à vos questions. Merci à tous.